Même si l'Afrique aujourd'hui peut mendier du blé, ces paroles du sage Houphouët-Boigny qui a fait de l'agriculture une priorité restent d'actualité, une prophétie qui est en train de se réaliser, puisque ce n'est plus l'Afrique qui court vers l'Europe, c'est désormais l'Europe mieux, l'Occident et toutes les grandes puissances asiatiques qui font les yeux doux à l'Afrique. Afrique, berceau de l'humanité, mère des matières premières, père de la main ouvrière et aussi cet Éden oublié qui est en train de renaître dans ses cendres, soit par le panafricanisme, soit par la prise de conscience d'une certaine jeunesse qui pousse les anciens chefs de comptoir coloniaux, à savoir les dirigeants africains, à changer de fusil d'épaule. Hier, c'est eux qui dictaient par la force militaire. Ils avaient des bases un peu partout en Afrique et pouvaient faire et défaire les chefs de l'État. Sauf que depuis un certain temps, la France, les États-Unis sont en train de lire l'heure, comme on dit dans le continent. Les temps sont très difficiles, puisque après les États de l'AES qui ont demandé le départ de l'armée française de leur territoire, c'est aussi le même sentiment qui commence à envahir l'Afrique centrale. Qui eût imaginé que Idriss Déby, qui à chaque fois voulant jouer le gendarme de l'Afrique et surtout le gendarme bras armé des Occidentaux, que son pays, au moment où il y a justement une campagne présidentielle qui bat son plein, que son fils, Mahamat Idriss Déby, puisse demander aux États-Unis de quitter, au moins ne serait-ce que provisoirement, le territoire. Oui, vous avez bien compris, la puissante Amérique, avec son armée, a reçu depuis le mois dernier quelques injonctions de pouvoir libérer. Et bien sûr aussi, les États-Unis qui ont connu la même déculottée après la France au Niger ont donc fait une communication par le truchement du général Pat Ryder. Il a donc promis qu'ils allaient quitter le Tchad. Pour aller où? On n'en sait pas grand-chose. Qui pouvait imaginer que le pays le plus pauvre d'Afrique ou du monde, le Niger, pouvait tenir tête non seulement à la France, mais aussi à la puissante Amérique. Oui, l'armée américaine a aussi été priée de quitter le Niger, comme la France. Qui eût imaginé qu'à côté de nous, en Afrique centrale, où pratiquement chacun, pour qu'il soit reconnu comme chef d'État, doit être adoubé par l'ancien colon, qui eût imaginé que pendant le dialogue national, le plus grand sujet à table soit le départ de l'armée française du Gabon. Et pourtant, selon les accords coloniaux, c'est la France qui installait, qui désinstallait, qui réinstallait les chefs d'État au Gabon. Et d'ailleurs, les accords militaires avaient été reconduits en août 1960, de telle sorte que
même Léon Mba, eh bien, ne pouvait demander que conseil à l'Élysée par rapport à ce qu'il devait décider. Et c'est l'Élysée qui décidait qui, justement, devait être président, qui devait être ministre, qui devait être conseiller au Gabon. Et on applaudissait. Oligui Nguema est donc arrivé et il a organisé le dialogue national. Ce dialogue national, un grand débat sur la table, le samedi 27 avril 2024, sur la présence militaire en territoire gabonais. La sous-commission qui a été chargée de recueillir les impressions des Gabonais, de la population et même de certains cadres de ce qu'on appelle là-bas le CTRI, eh bien, demande le départ de l'armée française du Gabon. L'armée française du Gabon va-t-elle partir? Toujours est-il que, à l'issue de ce dialogue national, les décisions qui seront arrêtées seront presque souveraines. Au Gabon, il y a encore des bases qui portent d'ailleurs le nom des noms français. Je ne vais pas tous les citer. Je ne vais pas citer la base de Charles de Gaulle. Je ne vais pas citer des aéroports, mais surtout, il faut savoir que là-bas, en temps de paix ou en temps de guerre, il y avait toujours 1400 militaires français sur le territoire gabonais et pouvaient intervenir à tout moment. Désormais, il ne reste plus que 380. Et même ces 380, les Gabonais les trouvent encombrants parce qu'ils revendiquent leur souveraineté. Souveraineté, c'est le mot qui, loin des disques rayés qu'on a souvent entendus et qu'on a jetés dans la poubelle, n'est devenu qu'aujourd'hui le tube de l'été, que dis-je, le tube de toutes les années, puisque ça bouge en Afrique, où on revendique la souveraineté. L'armée française pourra donc certainement partir. Mais en partant, l'Afrique tisse également d'autres relations multilatérales, bilatérales, et même avec des puissances qui naguère étaient considérées comme des parias. C'est ainsi que, par exemple, en ce moment d'ailleurs, ce qui est en vogue, ce n'est pas seulement les relations entre l'Afrique et la Russie, mais un autre vient de s'inviter, à savoir l'Iran. L'Iran, une puissance qu'on est en train de découvrir, qui tient d'ailleurs tête à Israël en ce moment. L'Iran vient d'organiser le deuxième sommet Iran-Afrique à Téhéran, qui a regroupé pas moins de 30 dirigeants africains. Et l'attaque, ou alors l'amorce de la politique, c'est toujours avec la critique de l'Occident qui, pour les nouveaux venus, eh bien, a eu à retarder les Africains, à sucer le continent, sans pour autant lui donner le développement. Dans cette approche, celui qui dirige actuellement l'Iran a fait un discours que je vais vous donner quelques extraits de ce qui s'est passé là-bas à Téhéran. Le président iranien, vendredi 26 avril 2024, a donc tenu à s'exprimer. Il s'appelle Seyed Ebrahim, et non Ibrahim, Raisi. Et voici ce qu'il a dit. Les Occidentaux veulent l'Afrique pour eux, mais nous voulons l'Afrique pour elle-même. L'histoire de l'Afrique montre combien de pays occidentaux ont pillé les ressources de l'Afrique. Malgré les menaces des sanctions, malgré les menaces et les sanctions,
la République islamique d'Iran a fait de bons progrès et on peut la qualifier de pays avancé et technologique. L'Iran compte 10 000 entreprises basées sur la connaissance et les exportations qui ont atteint 2 milliards de dollars. Il est possible pour la République islamique de construire une raffinerie et une centrale électrique. Et nous pouvons coopérer avec les pays africains dans ce domaine. Oui, les Chinois sont venus. Ils nous ont proposé également le gagnant-gagnant. Est-ce que les Africains ont vraiment gagné? Puisqu'aujourd'hui, la plupart des terres en Afrique appartiennent aux Chinois. La faute à qui? Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Pendant que les dirigeants occidentaux ou asiatiques viennent en Afrique pour développer leur pays, les nôtres plutôt pillent leur pays, profitent pour liquider les matières premières dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Et c'est là où on peut multiplier des contrats, on peut multiplier des relations multilatérales, mais tant que la mentalité de l'homme africain et surtout du dirigeant africain ne change pas, il n'y aura pas de développement. Comment comprendre que Cuba a subi non seulement le veto des Occidentaux, mais aussi toutes sortes de sanctions, mais Cuba a réussi à se développer sans pleurer. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une vision. Comment comprendre que l'Iran, qui a aussi subi les mêmes sanctions, se retrouve aujourd'hui à réunir tout le continent africain avec tous ses dirigeants pour leur dire, je veux plutôt vous construire une raffinerie. Une raffinerie. Donc toute l'Afrique là. À part peut-être en Afrique noire où on peut voir Dangote qui essaie de construire une raffinerie dans son pays. On se retrouve avec des pays africains qui exploitent le pétrole, mais qui ne construisent pas des raffineries. Et d'ailleurs, au Cameroun, on connaît l'exemple de la Sonara, qui plutôt prenait le pétrole qui était fin pour raffiner, et c'était d'ailleurs l'initiative de la France. La Sonara a pris feu. Paul Biya était incapable de construire une autre usine. Et pourtant, il va s'endetter. Quand on voit les milliards de dettes que les pays africains prennent, à gauche, à droite, pour que les générations futures souffrent, remboursent, ploient sous le fardeau de la dette, et que cet argent est détourné pour des comptes offshore, et cet argent retourne à l'Occident. On a beau accuser l'Occident, mais il faut d'abord pointer la mentalité des dirigeants africains. Chaque fois, après l'Iran, vous allez me apprendre que c'est l'Irak qui est déjà venu proposer quelque chose en Afrique. Après, vous entendrez même que c'est l'Argentine, c'est la Colombie, c'est le Brésil. Et peut-être même, les prisonniers de Guantanamo viendront proposer quelque chose aux dirigeants africains. Ils vont brandir cela. Comment ne pas comprendre que les dirigeants africains, qui pourtant voient comment les autres réussissent à relever des filières technologiques, ne parviennent pas à réfléchir? Combien d'ingénieurs forme-t-on?
Et combien sont-ils employés? Puisque quand ils arrivent, ils sont mal payés. Ils préfèrent donc travailler pour des pays occidentaux. Comment comprendre que les dirigeants africains, jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce que l'Afrique a comme richesse, continuent à être toujours en train de courber les chines pour la mendicité? Dire que demain ou après-demain, on va mendier du riz. On va mendier tout. La bouillie, la pomme. Parce qu'ils refusent même de développer l'agriculture. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Un pays qui avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? « 10 millions de Camerounais ne parviennent pas à manger, sont au-dessous du seuil de la pauvreté, ne parviennent même pas à avoir 1000 francs CFA par jour. Allez au marché. Allez voir ce qui se passe là-bas. Comment peut-on vivre avec, plus précisément, « 873 francs CFA. 813 francs CFA. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Institut national de la statistique du Cameroun. Là-bas aussi, on va accuser qui? L'Allemagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis ou la Chine. Selon les statistiques de l'Institut national, justement des statistiques, 37,7% de Camerounais vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Dans des campagnes où pourtant on doit trouver du manioc, des plantains, là-bas c'est devenu encore très grave. Puisqu'on vous dit, selon l'UNS, en 2022, 56,3% de Camerounais vivant dans des zones rurales sont en état de surpauvreté, de sous-alimentation, en proie à la faim. Ceux qui se débrouillent en ville, soit en tant que moto-taximan ou autre, eh bien, ils peuvent se contenter de dire qu'ils ne sont que 24,6%, qui ne peuvent pas manger. Bref, ils vivent au jour le jour. C'est des chiffres inquiétants qui montrent quand même que Paul Biya et les vieux dirigeants africains n'ont rien fait pour leur pays. On se souvient que ce monsieur était parti en Inde. Même pas en Inde. Il avait demandé une coopération avec l'Inde où on a pris des tracteurs. Ces tracteurs pourrissent à Ebolova. Le comice agro-pastoral, qui était souvent organisé tous les 2 ans, il ne se passe plus rien. Ces machines qui devaient au moins servir à l'agriculture n'ont servi pratiquement à rien. On ne peut pas parler de souveraineté tout simplement en disant on va chasser l'armée française. La souveraineté est d'abord alimentaire. Si après avoir chassé l'armée française,
l'armée américaine. Par la suite, tu demandes encore de l'aide. De l'aide aux États-Unis. Si par la suite, tu es obligé d'aller encore mendier du riz, mendier de l'huile, mendier du poisson, alors que tu as de la mer chez toi, tu as des fleuves, ce n'est pas une souveraineté. C'est une souveraineté de façade, mais en fait, tu ne transformes rien chez toi. Tu ne produis rien. Tu peux créer la monnaie, tu donnes même le nom de la monnaie. Ngono. Tu donnes à l'autre monnaie le nom de Kamdem. Tu donnes le nom à l'autre monnaie de Momo. Et tu donnes le nom d'une autre monnaie à Yatou. Tu vas faire Ngono, Momo, Kamdem, Ayatou. Toute cette monnaie vaut 0. Regardons donc ce qui se passe ailleurs. Comment ces pays dans la difficulté ont réussi à se développer jusqu'à revenir même proposer de l'aide à tout le continent africain. Vous n'allez jamais entendre la Chine organiser un sommet Chine avec un seul pays africain. C'est tout le continent. Ils viennent là comme un petit village. L'Inde arrive, organise la même chose avec tout le continent. L'Iran arrive, organise la même chose avec tout le continent. Bientôt, on aura des sommets Palestine-Afrique. Et la Palestine va nous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire la guerre, pour se nourrir, pour résister sous les obus. L'Afrique doit changer. Mais l'Afrique doit d'abord changer de mentalité et chercher à se développer. Au lieu que les dirigeants cherchent à voler, profiter seuls et laisser les pays super endettés. La souveraineté, ce n'est pas de brandir juste les autres. Que, oh, voilà les accords coloniaux, nous allons les défaire. Voilà ceci et cela et tout ça. Mais vous êtes plus dangereux que ces colons. Vous faites plus de mal à vos compatriotes, à vos concitoyens que ces colons. Parce que vous êtes des bouffons. Vous vous comportez comme des cochons. Et par la suite, vous faites juste de la manipulation. Pour l'instant, la France doit aussi savoir qu'elle n'est pas seulement venue pour nous aider. Comme parfois certains responsables ont dit, ils sont venus nous civiliser, ils nous ont appris l'école, ils nous ont donné des belles voitures et tout. Mais la colonisation est un crime de l'humanité. Et au-delà de ça, la France doit aussi respecter ceux-là qui, parfois, arrivent ici et non faire le chantage des papiers. Parce que quand les Français sont en Afrique, on ne les traite pas de sans-papiers. On ne les traite pas de profiteurs. Ils ont même des noms qui sont tellement enjolivants, tels que coopérants. Ils n'ont pas de problème de papier. Ils ne sont jamais expulsés. Mais comment comprendre que, au moment où on demande qu'on soit traité d'égal à égal, même si nous savons que cette égalité n'est que de façade, au moins où on a droit à la dignité, que parfois certains Français aient encore des comportements et des langages d'anciens colons.
pour mépriser certains Africains. Et ils ne savent pas que ces discours font de telle sorte que le sentiment anti-français se développe en Afrique. Et cette semaine, on a suivi des débats dans des médias français relatifs à Joël Embiid, qui est camerounais et qui a obtenu la nationalité française, mais en même temps, il est américain. Il a décidé de jouer pour les États-Unis. Il n'a suffi de ça que parce qu'il avait obtenu des papiers français, comme c'était un grand diplôme, qui lui donnait la vie. Comme si, avec les papiers français, cela veut dire qu'on allait tout simplement au paradis. Comme si le papier français était ce diplôme que Dieu délivre pour que vous sortiez de l'enfer et que vous veniez vivre comme un milliardaire. On a donc vu à utiliser des mots durs pour cet homme qui a un grand talent, pour cet homme qui d'ailleurs est libre de choisir, tout comme beaucoup d'Africains ont choisi de jouer avec le maillot de la France. Était-il obligé? Certains sont en Afrique, d'autres ici. Mais quand ils ont choisi de jouer en France, on n'a pas organisé de débat pour les insulter. Je vais juste vous mettre un extrait de ce que moi j'ai entendu sur Joël Embiid, sur RMC, une grande chaîne. Déteste pour cette chose qu'il a fait. Je trouve qu'il a manqué de respect à la France. Il faut recontextualiser quand même. Joël Embiid est un joueur extraordinaire de basket. C'est un joueur qui a été MVP de NBA l'année dernière. Et voilà pourquoi la France a été à même de lui donner un passeport. Parce que, effectivement, sportivement, on gagnait énormément. Pour moi, on est dans un sport business où maintenant on choisit sa sélection de la même manière qu'on choisit son équipe. C'est-à-dire qu'en gros, qui est le plus offrant, qui a le plus de chances de gagner, j'y vais. Et c'est à peu près accepté malheureusement partout. C'est en 2021 qu'il fait sa demande. En 2021, il sait très bien que Team USA va gagner aux Jeux Olympiques. Ou en tout cas, il est quand même l'équipe la plus propice à gagner. Et c'est surtout qu'en 2021, rappelons quand même ce qui s'est passé, on est en finale contre Team USA et ça se passe à très peu de choses pour que la France ne gagne. Donc la France est plutôt dans les sommets. Moi, je considère que ce garçon est aussi bon basketteur que c'est un sale type. Je le déteste pour cette chose qu'il a fait. Je trouve qu'il a manqué de respect à la France, il a manqué de respect à toutes ces personnes qui demandent le passeport et qui ne l'ont pas. Et sous prétexte qu'on est un athlète de haut niveau, on a le droit à ça. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça honteux. Mais je trouve que les excuses, j'en ai rien à faire des excuses de Joël Embiid. Parce que ça ne vaut rien, vu que sa parole ne vaut rien. Par contre, déchéance de nationalité, interdiction de territoire, tu vas pas jouer les Jeux Olympiques, tu viens avec Team USA et à l'aéroport on dit hey mec, t'as pas le droit de rentrer sur le territoire là. Tu rentres chez toi, tu es Camerounais, tu es américain, tu n'es pas français, tu dégages. Qui a fait aussi des... Tu dégages, tu rentres chez toi. J'ai travaillé à RMC et je suis surpris que Gilbert Bribois ait laissé un tel passage. Vous vous rendez compte? Kylian Mbappé, son père est camerounais, mais il a choisi de jouer pour la France. Et il est aujourd'hui le meilleur joueur français. Yannick Noah, son père était camerounais. Il est devenu et il a remporté ce que la France ne pouvait pas avoir. Roland Garros. Mais Yannick Noah, malgré tout, il reste chef à étudier. Ils lui ont payé. Kylian Mbappé a été accueilli. Lorsqu'on voit tout simplement ce que les Africains ont apporté, sont venus se sacrifier, ont même été baptisés les tirailleurs, étaient au front pour libérer la France. Et qu'on dise,
tu dégages, tu rentres chez toi. Tu es Camerounais, tu es Américain, tu rentres chez toi. Ils oublient que pendant que on dit qu'ils peuvent quitter, qu'ils doivent quitter du Niger, c'est les mêmes qui organisent le débat pour dire mais c'est pas possible. Oh, les Africains ne veulent pas, n'aiment pas les Français et tout ça. Mais écoutez leur langage. Comment comprendre que jusqu'à présent, à Dakar, au Sénégal, nous avons encore là-bas 350 militaires français. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils ont été invités par qui? Ils ont la nationalité sénégalaise? Ils sont venus aider le Sénégal en quoi? Ils sont installés avec leurs épouses et leurs enfants. Comment comprendre que, par exemple, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y ait encore 900 militaires français? Ils font quoi là-bas? Et ils sont installés avec leurs femmes et leurs enfants. À Djibouti, il y a 1400 militaires français. Quand je sais, par exemple, que Paul Biya, le plus grand conseiller, et celui qu'il consultait le plus, c'était Yvonne Omnes. Il est arrivé au Cameroun comme ambassadeur. Mais qu'a-t-il fait après? Il avait le salaire le plus élevé et est resté au Cameroun pendant plus de 30 ans. Près de 30 ans. Avant de mourir. C'est ce mépris, c'est ce langage condescendant, méprisant, qui fait de telle sorte que des Africains se révoltent, demandent du respect. On ne peut pas, à un joueur d'une telle notoriété, comme Joel Embiid, lui demander de rentrer chez lui. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé à Sarkozy de rentrer chez lui? Il ne venait pas de la Hongrie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé à Manuel Valls, qui venait de l'Espagne, de rentrer chez lui? Il a été Premier ministre en France, puis il a cherché à devenir maire, là-bas en Catalogne. Là-bas, on a applaudi. Mais pour jouer l'Embiid, qui n'est pas un sans-papier, qui a les papiers américains, qu'on a flatté, comme on a flatté bon nombre de joueurs africains d'être dans l'équipe de France. Pourquoi lui manquer autant de respect? Et ne même pas avoir un brin de pitié, de compassion, lorsqu'on connaît sa situation en ce moment par rapport aux difficultés de santé qu'il traverse. Il a actuellement une paralysie faciale gauche qui fait de telle sorte que son œil se ferme. On appelle ça justement une paralysie de Bell. Ah, Bell. Peut-être comme... il joue avec ça. Mais on peut faire dire parce qu'il a bénéficié d'un passeport. Un passeport. Un passeport, c'est quoi? Un passeport français. On lui demande, il n'a qu'à dégager, il part chez lui. On ne doit même pas l'accueillir pour les Jeux Olympiques de Paris. On dit qu'il ne doit même pas venir à Paris pour les Jeux Olympiques. Oh, quelle est loin cette France, terre de l'humanité, terre d'accueil. C'est là où Simone Signoret disait: chaque homme a deux pays, sa patrie et la France.